va. Regarde. Un petit, ça va rentrer. Allez, on continue. On lâche pas, on continue. Allez, allez, on cherche, on esquive. Allez, on continue. Allez, on continue. On y va, allez. Hop. Voilà, formidable. Un geste bien répété finit toujours par payer. Allez, on continue. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue avec le temps. Continuons la vaccination. Bienvenue dans le débat sur France 24. À 3 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, les critiques continuent à fuser sur les atteintes aux droits humains de l'Émirat. Amnesty International dénonce le traitement réservé à des centaines de milliers de travailleurs venus d'Asie sur les grands chantiers de la Coupe du Monde. Les ONG demandent à la FIFA de verser 440 millions de dollars à ses ouvriers. L'émir du Qatar dénonce un acharnement. France 24 va diffuser à partir de samedi un reporter intitulé « Qatar, les travailleurs de l'ombre ». Reporter réalisé par Chloé Demas qui viendra sur ce plateau. Alors on va en parler du Qatar et de cette Coupe du Monde. Comment finalement en est-on arrivé là? Faut-il boycotter la Coupe du Monde du Qatar? Le monde du sport devrait-il être plus soucieux des droits humains dans l'attribution d'un tournoi? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alexis De Soif. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la FIDH, avocat également. Merci beaucoup d'être avec nous. En face de vous, Nabil Enasri. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, co-auteur de L'Empire du Qatar, le nouveau maître du jeu. Et c'est quel éditeur d'ailleurs? Vous l'avez près de vous parce que j'ai vu je ne l'ai pas vu s'afficher. Raphaël Le Mago-Ariec. Voilà. On est Donc deux ça, à écrire. on le voit. Et donc l'éditeur, c'est en auto-édition. Auto-édition. Voilà. Merci d'être avec nous. Également avec nous, Jérôme Gessel, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, sportif, écrivain, auteur du livre La face cachée du foot business, et ça c'est chez Flammarion. Bienvenue à vous. Nous rejoindra donc Chloé Domat qui donc a fait le reportage qui va être diffusé sur France 24 et dont on va diffuser quelques extraits. Alors tout a commencé, vous le savez, avec l'annonce de l'organisation par le Qatar de la Coupe du Monde 2022. C'était en décembre 2010 à Zurich. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Alors depuis 12 ans, le Qatar s'y prépare et il s'expose bien sûr à l'opinion publique mondiale. Les ONG dénoncent les conditions de travail des employés étrangers sur les chantiers. Certains politiques d'ailleurs appellent au boycott. La plupart des villes en France, Paris, Lyon, Lille, Marseille ou encore Strasbourg, ont décidé de ne pas diffuser les matchs au public sur des écrans géants. L'équipe nationale australienne de football, les Soqueros, dénonce les conditions de travail. Elles appellent le Qatar à respecter les droits des LGBTQI. Dans une vidéo que vous voyez postée sur les réseaux sociaux, c'est la première équipe participante à prendre vraiment position. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, lui, s'est exprimé la semaine dernière. On l'écoute. La prochaine Coupe du Monde sera un succès, nous en sommes sûrs. Ce sera la meilleure, la plus grande. Nous le savons déjà parce qu'il y a 32 équipes. Nous n'en avons jamais eu de plus grande. Mais ce sera la meilleure quand ils verront l'accueil que vous réservez aux invités dans ce pays. Et l'émir du Qatar a dénoncé un acharnement. On l'écoute. Depuis que nous avons obtenu l'organisation de cette Coupe du Monde, le Qatar a été la cible d'une campagne sans précédent qu'aucun autre pays hôte n'a subi. Mais il nous a vite semblé clair que la campagne persiste, s'étend, qu'il y a des calomnies et du deux poids deux mesures atteignant un niveau d'acharnement qui a amené beaucoup de gens à s'interroger malheureusement sur les véritables raisons et motivations de cette campagne. C'est un grand test pour un pays de la taille du Qatar qui impressionne le monde entier par ce qu'il a déjà accompli et continue d'accomplir. Alexis De Soif, alors votre réaction, vous qui représentez donc les droits de l'homme sur ce plateau. J'ai lu que 6500 ouvriers venus d'Inde, Pakistan, Népal, Bangladesh, Sri Lanka sont morts pendant la construction des stades. Ça, en tout cas, c'est selon une enquête du Guardian. Et selon l'OIT, il y aurait 50 travailleurs morts en 2020. Il faut boycotter cette Coupe du Monde?
Alors quel cynisme! D'abord, quand on entend le président de la FIFA se réjouir en disant que ce sera la plus grande Coupe du Monde jamais réalisée. Et effectivement, il y a des violations massives des droits humains au Qatar depuis l'attribution en 2013. On a averti la FIDH quand il y a eu en 2013 déjà 350 morts. 2010. Oui, on a effectivement, on a averti, on a demandé que des mesures soient prises et ça a continué. Le rapport d'Amnesty International parle de 6500 morts, mais ce n'est pas seulement le sort des travailleurs, c'est le sort des défenseurs des droits humains, c'est le droit des femmes, les LGBTQIA+, qui sont discriminés, qui sont emprisonnés, l'homosexualité qui est criminalisée avec des peines de prison. Un des militants a été arrêté hier d'ailleurs. Et alors justement, le sport qui devrait être l'occasion de rassembler, de fédérer, là, on attribue, avec la FIFA qui vraisemblablement a été mêlée à la corruption, ici, un État qui est un État voyou, avec l'émir du Qatar qui est une dictature héréditaire, et on fait comme si de rien n'était à la veille de cette Coupe du Monde. Alors le boycott, la question est beaucoup plus vaste. On aurait dû retirer avant. Maintenant, c'est trop tard, elle aura lieu. Mais comme on le voit, il y a des entreprises qui refusent d'inviter leurs gros clients. Et donc, il y a un boycott doux qui s'installe et qui montre que ça ne va pas être une fête du football. Il y a des banques qui refusent, il y a des sponsors qui refusent d'emmener leurs clients. Et donc, il faut aussi demander qu'au niveau politique, il n'y ait pas de représentation du plus haut niveau pour faire entendre au chef d'État qatari qu'on ne va pas participer à sa fête. Jérôme Gessel, je vous vois trépigner sur votre siège. Parce que, j'écoute Alexis de Soif avec beaucoup d'intention, mais je ne l'ai pas entendu, moi, en 2018, quand il s'agissait de la Coupe du Monde en Russie, organisée par Poutine. Ah oui, et là, alors, c'est vrai que quand l'émir du Qatar, mais moi, j'ai pas de bille là-dedans, mais quand il dit il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que le Qatar bashing est beaucoup plus, je dirais, impactant que ce qu'on a connu en Russie. Et ce que je dois dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes et de manipulations, même au niveau des médias. Par exemple, on dit il va faire 40 degrés à Doha, c'est pas possible pour les joueurs, etc. Or, en décembre, à Doha, il fait 25 degrés. Température idéale pour jouer au football. Après, on dit, attention, il y a des climatisations, il n'y a pas besoin de climatisation quand il fait 25 degrés. Alors, donc, il n'y a pas d'atteinte, parce qu'on parle beaucoup, justement, on parle des droits humains, mais on parle beaucoup d'environnement aussi. C'est un désastre écologique, c'est un désastre écologique, on est bien d'accord. Et on l'a dit aussi pour la Russie, mais ici, on est encore un degré plus loin. Il n'y a pas eu 6500 morts pour la construction des stades en Russie. On va chaque fois plus loin. On va chaque fois plus loin dans le cynisme. Et au niveau écologique, et vous le dites à juste titre, on ne comprend rien parce qu'on va organiser les Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite maintenant. Et vous aviez un reportage juste avant dans votre émission qui montre qu'on n'est pas dans les tracés pour le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et donc on continue dans nos erreurs, on n'apprend pas de nos erreurs. Pourquoi? Parce que c'est le football business, l'argent qui domine tout ça. Nabil Nasri, votre point de vue, est-ce qu'il faut le boycotter? D'abord, juste quelques petits éléments de précision, parce que certains sont factuellement faux. D'abord, la Coupe du Monde, elle a été donnée en 2010, attribuée en 2010 et pas en 2013, et le chiffre de 6500 morts, c'est pas le chiffre d'Amnesty International. C'est une enquête du Guardian. Exactement. Et cette enquête du Guardian, les chiffres ne sont pas ceux de l'Organisation internationale du travail. 50 en 2020, exactement. Ils disent, sur un an donc, seulement. Effectivement, on est certainement du côté du Guardian. Déjà 50 morts de trop. Complètement. Effectivement, sur cette question, on est complètement d'accord. Mais il faut juste rappeler un certain nombre de faits. Et le militant LGBT hier n'a pas été arrêté, c'est juste sa pancarte qui a été retirée. La police l'a laissé en liberté. Maintenant, ce qu'il faut dire sur la question... Il n'a pas été arrêté du tout. Il n'a pas été arrêté. C'est juste la police qui est venue, qui lui a retiré. Il est resté 1 heure comme ça devant le Musée national du Qatar. Ils lui ont retiré sa pancarte. Et puis même sur cette question, il faut juste avoir un minimum de respect par rapport à un certain nombre de cultures. Il faut savoir respecter le rythme des sociétés qui, en dehors de l'Occident, peuvent avoir un regard différent sur un certain nombre de postures et de sujets. Alors c'est ce que dit le chef de la diplomatie britannique. Il dit justement, il demande aux supporters de LGBT de faire des concessions parce que c'est James Cleverly qui le dit, le Britannique. C'est même pas des concessions, c'est juste un tout petit peu de respect parce que dans les sociétés arabes, que vous soyez au Qatar, en Égypte, au Maroc ou ailleurs, toute forme d'affection, même hétérosexuelle, n'est pas acceptée. Et donc, il faut savoir quand on va
ailleurs, quand on va chez d'autres cultures, quand on est chez des personnes qui sont étrangères à la culture à laquelle on appartient, il faut juste avoir un minimum de mesure et de décence et de respect, même de bon sens, par rapport à des sociétés où ça peut ne pas être accepté. C'est tout ça qu'il faut avoir à l'esprit. Alexis de Soif vous répond, je vous fais réagir ensuite. C'est la question de l'universalité des droits humains. La FIDH avait son congrès du centenaire à Paris cette semaine avec des militants des droits humains du monde entier. Et la question de l'universalité des droits humains et donc aussi le respect du droit à l'orientation sexuelle, à ses choix, la libre disposition de son corps, c'est un droit qui est revendiqué par les personnes qui le vivent. Et c'est toujours les chefs d'État qui plaident le relativisme en disant notre culture, etc., et qui plaident le relativisme culturel. Non. C'est une notion très importante, c'est cette universalité des droits humains qui s'applique à tout être humain. Laissez-le juste répondre parce que tout le monde participe. Alors, il y a l'universalité des droits humains. Et il y a une pétition, pardonnez-moi, il y a une pétition qui demande justement à Emmanuel Macron et au ministre de boycotter cette Coupe du Monde du Qatar, une pétition qui a été tweetée notamment par le député européen Raphaël Glucksmann. Alors Raphaël Glucksmann, qui est supporter du PSG depuis 10 ans et qui là vient de se rendre compte que le PSG était détenu par les Qataris et qui est plus supporter. Là, il l'a annoncé il y a 2 semaines. Mais bref. Mais il parle de ces morts, on baigne un peu sur les chantiers. Dans le bon sentiment, parce que l'université, évidemment, l'université des droits humains, on ne peut pas être contre, évidemment. Il y a aussi l'universalité du sport, et on est un peu européen centriste. C'est-à-dire que si on se dit demain, écoutez, on peut organiser que des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde uniquement dans des pays démocratiques, il n'y a pas beaucoup de pays qui vont pouvoir accueillir ces... Et au contraire, le fait que des pays comme le Qatar puissent organiser des événements mondiaux comme ceci, ça veut dire que toute la lumière va être sur eux. Donc on va pouvoir voir vraiment ce qui se passe au Qatar. Et ça, je trouve que c'est très, très important. Mais justement, je pose une question tout de même. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui l'opinion publique mondiale n'est pas justement plus choquée qu'avant de voir ce type justement d'événements organisés dans des pays où les droits humains ne sont pas respectés et où il y a effectivement des morts sur les chantiers? Est-ce que l'opinion publique change? Est-ce qu'aujourd'hui la FIFA ferait la même chose? Est-ce que l'opinion publique mondiale, de la même manière que l'opinion publique française, elle est choquée du 2 poids 2 mesures et de l'indignation sélective? La dynamique du boycott, elle est issue de la Norvège. La Norvège, pourtant, en 2022, participe au JO de Pékin en février, alors que tout le monde sait qu'une population minorité ouïghour est persécutée, voire génocidée. Elle va à Pékin, elle ne dit mot, elle participe à ces JO. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a des grandes chances de cumuler des médailles. Et pourquoi la Norvège, d'où est partie encore une fois la campagne de boycott, se réveille subitement quand il s'agit d'un pays dont certains pensent qu'effectivement c'est parce qu'il est arabe que certains commencent à se redécouvrir la question du respect des droits humains. Ils se taisent d'un côté pour pouvoir s'insurger de l'autre. À un moment donné, soit on est cohérent et on est dans un boycott non pas sélectif, mais permanent et uniforme, soit on ne peut pas accepter ce 2 poids 2 mesures, parce que comme il a été dit, la Coupe du Monde en Russie, Emmanuel Macron et l'ensemble de la société française s'y est rendu. Et il n'y a eu aucune forme de critique, alors que la Crimée avait été envahie. Donc on ne peut pas à un moment donné faire comme si les droits de l'homme ne pouvaient être pris en compte que lorsqu'un pays arabe est sur le devant de la scène, et qu'on oublie les situations, comme à Pékin et ailleurs, où on y a été pour pouvoir cumuler des médailles. Alexis de Soif, est-ce qu'aujourd'hui l'opinion publique mondiale change justement, est plus sensible à ce respect des droits humains? Je crois que vous avez tout à fait raison. Il y a une sensibilité au respect des droits humains de tout un chacun, aussi au climat. La lutte contre le réchauffement climatique, les citoyens se mobilisent, sont choqués par les super profits des grands groupes énergétiques comme Total, on a encore parlé aujourd'hui, et les citoyens n'acceptent plus ça et demandent à leurs responsables politiques une cohérence. Et la Coupe du Monde, elle aura lieu au Qatar. Mais est-ce qu'on entend nos dirigeants demander au Qatar de faire les réformes qui s'imposent pour faire avancer la cause? Ça devrait être l'occasion de faire avancer la cause des droits humains. Votre cause? C'est la cause des droits humains, c'est la cause de tout le monde. Oui, nous, on est privilégiés, mais les personnes qui sont atteintes dans leurs droits, elles nous demandent, et nous avons une responsabilité comme État tiers, de faire progresser les droits humains de toute personne sur cette terre. Et on voit que la FIFA, au lieu d'être cynique comme Infantino, le président, devrait demander au Qatar de faire des progrès, indemniser les travailleurs. Mais ils ne le demandent pas. Ils sont bloqués en disant il faut que ce soit une réussite sportive. Parce qu'il y a une histoire de gros sous qui est liée à ça, et c'est tout ce qui les intéresse. Qu'ils répondent à la demande des ONG et que la FIFA demande des comptes. Mais
Jérôme Stessel, oui, justement, une question. Qu'est-ce que vous dites du cynisme, effectivement, de la FIFA? Bon, après, dénonce... évidemment, mais Infantino, il est dans son rôle, il ne va pas dire que ça va être la pire Coupe du Monde qui ait jamais existé. Ça peut pas... Oui, mais dans la façon dont on attribue, justement, ces différentes coupes aux différents pays. Alors là, je suis absolument d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'en 2010, il y a eu une erreur fondamentale qui a été faite. C'est qu'on a en fait voté pour 2 pays organisateurs à la suite, c'est-à-dire la Russie en 2018 et le Qatar en 2022. Ce qui a donné lieu en fait à beaucoup de combinaisons et sans doute de choses en coulisses dont on n'a pas pris la mesure. Mais c'était une erreur. On dit que Michel Platini a changé d'avis. Non, Michel Platini a toujours défendu le fait qu'il y ait un pays arabe qui accueille la Coupe du Monde. Il avait soutenu le Maroc, il n'a pas changé d'avis, simplement il a été séduit par le projet qatarien. Et financièrement motivé? Non, ça c'est de la diffamation. Au niveau de la FIFA, certainement. Non, certainement, mais ça, si vous avez les preuves, vous le notez, mais pour l'instant, il n'a pas été condamné, il n'y a rien contre lui. Simplement, ce que je vais dire, c'est que la Coupe du Monde au Qatar, et puis tout ce qu'on dit sur Michel Platini qui a changé d'avis, non, c'est pas vrai. Michel Platini a toujours dit qu'il voulait l'universalité du football, et c'est pourquoi il a été séduit à la fois par le Qatar pour le fait que jamais un pays arabe auparavant n'avait accueilli la Coupe du Monde. Nabil El Nasri, justement, vous qui connaissez bien le Qatar, pourquoi le Qatar se lance-t-il dans une telle aventure? C'est le prestige, ça a des retombées très fortes dans la région pour cet émirat? Effectivement, d'organiser la Coupe du Monde. Aujourd'hui, le pourquoi de cette Coupe du Monde, il faut remonter à juin 1995 et l'accession au pouvoir de l'émir Hamad Ben Khalifa, c'est-à-dire le père de l'actuel émir. À l'époque, le Qatar est un pays tout petit, isolé sur la scène internationale, non reconnu. Et donc, ce que va faire les autorités à partir de juin 1995, c'est de sortir de cet état d'isolement et de non-reconnaissance par le système international, afin de se poser sur la carte comme un carrefour à la fois majeur du sport international, mais également des médias, mais également de la culture, afin de positiver son image. Parce que les autorités à l'époque conçoivent que la prestance, le prestige d'un État, c'est autant le nombre de divisions au niveau militaire, mais également la force de son rayonnement. C'est le soft power. Complètement. Le soft power que le Qatar va commencer en 1996 avec la chaîne Al Jazeera et qu'il va ensuite enchaîner, notamment avec la question du sport. Ça remonte à loin, c'est-à-dire dès la fin des années 90, le Qatar construit un certain nombre d'infrastructures. En 2006, il organise les Jeux asiatiques. Alors les Jeux asiatiques, c'est un peu loin pour nous, mais c'est quand même... Ils vont être organisés en Arabie Saoudite, donc la prochaine fois. C'est les Jeux dont on parle, les Jeux asiatiques. Et donc les Jeux asiatiques en 2006, c'est quand même le 3e événement sportif planétaire le plus suivi. D'accord, donc après la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Donc on a une vraie infrastructure, des moyens qui sont mis afin de redorer le blason de cet État, afin d'en faire un acteur majeur au niveau des perceptions, parce que le Qatar, faut toujours remettre sa géographie. Il est dans un contexte extrêmement volatile, extrêmement périlleux, et donc il a besoin de sortir encore une fois de cet anonymat pour pouvoir devenir exactement, pour pouvoir se protéger et devenir incontournable dans le concert des nations. Alexis de Soif, mais alors justement, est-ce que ce qui choque l'opinion, ce n'est pas ce décalage entre ce soft power, cette image qu'il veut se donner, et finalement ce qui se passe à l'intérieur lorsque vous avez des morts sur des chantiers, en particulier sur ces chantiers de construction de Coupe du Monde? Est-ce que ce n'est pas ce décalage qui choque? Tout à fait, on instrumentalise le sport à des fins politiques et à des fins financières. Et à côté de ça, il y a énormément de dégâts au niveau vie humaine, au niveau droit des personnes. Et on ne profite pas alors de l'événement sportif pour dire il faut que ça change. Laissez-le juste finir et voilà. Et personne aujourd'hui n'appelle à des changements ou veut pleinement contribuer à ces changements. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces joueurs de foot australiens qui ont fait passer ce message-là. Je trouve que toutes les équipes devraient rivaliser aussi dans les messages qu'ils envoient avant d'aller à la Coupe du Monde. Et la FIFA, finalement, elle est un peu aussi un fossoyeur de passion, parce que tous ces fans de foot, et j'en fais partie, vont être tiraillés entre l'envie de regarder la Coupe du Monde, que son pays gagne, et puis se dire non, on ne va pas regarder parce qu'il y a nos principes éthiques et toutes ces victimes et les droits humains. Et finalement, la FIFA, elle fait ça juste pour l'argent. Juste pour l'argent. C'est inacceptable. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, et on ne tire aucune leçon. Les événements sportifs futurs, les attributions se font de nouveau en fonction de ces critères géopolitiques et financiers.
Jérôme Gessel. Oui, mais si vous voulez, là on est dans la posture où c'est difficile d'être contre monsieur, parce qu'évidemment, on déroule tous les bons sentiments, etc., la vie humaine qui est précieuse, etc. Mais il ne faut pas être manichéen. Et il n'y a pas une vérité absolue d'un côté et une autre bafouée de l'autre. Il ne faut pas mettre sa tête dans le sable non plus. Non, mais justement, vous avez là le voix au chapitre, parce que précisément, il y a la Coupe du Monde au Qatar. Et vous êtes invité dans toutes les émissions et vous pouvez vous exprimer. Et ça, c'est aussi une chance. Comme vous. Non, mais exactement. Mais après, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec votre discours. Donc, c'est un moyen de faire pression aussi. Évidemment, sur c'est ces exactement pays-là. ce que je disais. C'est-à-dire que quand le Qatar accueille la Coupe du Monde, il sait très bien qu'il va accueillir des visiteurs, plein de journalistes, des journalistes qui vont pouvoir voir ce qui se passe réellement au Qatar. Et ça, c'est bien. Parce que si on laissait le Qatar de côté... Mais ils n'auront pas accès, ce sera des mises en scène, ce sera... Mais bien sûr, il y a des reportages qui se font au Qatar. Ils ne seront pas dans les camps où les travailleurs... Pourquoi vous dites ça? Vous êtes à la Doha? Vous pensez que les journalistes pourront librement circuler partout où ils veulent? Alors justement, on en a une qui vient de s'installer avec nous, qui a fait Chloé Domat. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, vous avez réalisé donc ce reporter le doc qui va passer ce week-end justement sur le Qatar, les travailleurs de l'ombre. Alors justement, quelles ont été les conditions de tournage, pour être clair déjà? Alors, pour se rendre au Qatar, ça n'a pas été particulièrement difficile. Enfin, il faut faire des demandes de tournage auprès des autorités qu'on a eues. Ce qui a été plus difficile, parce que du coup, l'idée du documentaire, c'est de raconter la vie de tous ces travailleurs étrangers qui composent 90% de la population qatari. Ce qui a été plus difficile, c'est de rencontrer des gens qui acceptent de vraiment raconter leur histoire. Parce que la plupart des travailleurs à qui on a parlé au début avaient peur soit de perdre leur emploi, soit qu'on annule leur visa et qu'ils soient obligés de rentrer dans leur pays. Donc ça a été compliqué. Alors vous avez justement rencontré un travailleur kényan sur des chantiers, pas vous personnellement, mais votre collègue, puisque vous êtes deux. Oui, parce que vous étiez une femme, donc vous n'aviez pas accès à ces chantiers. C'est ça. Et on va regarder un extrait. This is the life. Voilà comment on vit au Qatar, à Doha. C'est sale, ça sent mauvais. Notre vie ici est un enfer. Personne ne doit savoir que je fais ça. Au Qatar, publier des images négatives du pays est passible d'expulsion. Ces camps sont interdits d'accès aux journalistes, mais excédés par leurs conditions de vie, Ibrahim et ses compagnons de chambrée prennent le risque de nous faire entrer avec une caméra. Depuis les premiers jours, ces ouvriers ont nettoyé eux-mêmes ce qu'ils pouvaient. Mais il manque encore de tout. Voilà, c'est notre logement. Regardez, venez à l'intérieur. La nuit, il y a des gens qui dorment par terre. On fait comme ça. Pourquoi ils nous laissent là ? L'entreprise avait dit qu'elle nous donnerait des lits, qu'elle nous donnerait à manger. Mais ici, pas de cantine ni de frigo, ni même un endroit pour cuisiner. Voilà comment on prépare à manger. On essaie juste de survivre. Regardez, ça c'est ce qu'on achète. On ne nous donne pas de repas, c'est ça qu'on mange. Ce qui nous arrive, on n'en peut plus. On est fatigué. Voilà, c'est tout. En plus de ce logement insalubre, ces travailleurs affirment ne pas avoir été payés depuis des mois. Tous les jours, ils disent qu'on va toucher notre salaire, mais ils ne donnent rien. Ça fait presque un an, et il n'y a pas que moi, tous mes amis aussi. On a essayé d'en parler à l'employeur, mais il a menacé d'appeler la police. Certains veulent rentrer dans leur pays, d'autres voudraient changer d'entreprise. Mais l'employeur a confisqué nos passeports. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de l'esclavage, c'est comme une prison.
C'est une violation des droits de l'homme. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de vivre comme ça. Allez, il faut y aller. Comme Ibrahim, plus de 2,5 millions d'étrangers vivent et travaillent au Qatar. Voilà, ce sont ces étrangers. Donc, enfin, celui-là en particulier travaillait aussi sur les chantiers, Chloé? Il a travaillé sur les chantiers. En fait, il est arrivé au Qatar en 2020. La société qatarienne pour laquelle il travaille l'a d'abord mis sur des chantiers de construction. Et ensuite, l'a changé de poste. Il a ensuite travaillé dans un centre commercial où il remplissait les courses des clients. On peut dire que c'est de l'esclavage moderne. Nabil et Nasri, votre réaction? Alors, la situation, effectivement, au Qatar, jusqu'à aujourd'hui, s'agissant des ouvriers, reste déplorable pour une grande partie, évidemment, d'entre eux. Maintenant, ce qu'il faut redire, c'est que s'agissant des chantiers de la Coupe du Monde, ça n'a jamais été plus de 2 à 3% du nombre total d'ouvriers au Qatar qui ont été employés ces 10 dernières années. C'est-à-dire au plus fort de la construction entre 2014 et 2018, on était aux alentours de 25 à 30 000 ouvriers. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est aussi le jour et la nuit entre la situation des ouvriers en 2010 et aujourd'hui, à tel point que l'association et l'ONG Fair Square Project dit que la situation des droits de l'homme au Qatar est aujourd'hui la plus avancée des monarchies du Golfe. Ceci étant, c'est grâce naturellement à la pression internationale. C'est grâce à la pression internationale que ces efforts ont été consentis. Par exemple, l'abolition de la kafala. La kafala, alors justement, on va reparler. De tutelle moyenâgeux qui maintenait l'ouvrier sous une dépendance par rapport à son employeur a été démantelé ces dernières années jusqu'à être totalement aboli il y a quelques mois. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, il y a énormément de choses et de chemins à parcourir. Par contre, on ne peut pas nier les efforts qui ont été consentis et qui ont été salués par même Amnesty International. Alexis de Soif, est-ce qu'il y a eu des efforts? Alors j'ai vu effectivement que, en tout cas, le Qatar a démantelé ce fameux kafala, ce système de tutelle du droit musulman. Mais bon, le reportage de Chloé a 3 mois, donc on voit que ça, c'est une situation d'aujourd'hui. Il y a des pratiques qui sont maintenues et il faut quand même rappeler qu'ils n'ont pas le droit de se syndiquer parce que créer un syndicat, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et donc c'est interdit. Donc, ils ne peuvent pas s'associer, ils ne peuvent pas se syndiquer. C'est un droit fondamental, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, leurs droits sont bafoués. On reste sans voix après un reportage comme celui-là. Et on ne comprend pas comment, parmi les 14 gros sponsors de la Coupe du Monde, seulement 4 ont daigné répondre aux ONG qui les ont interpellés pour créer un fonds d'indemnisation des victimes des chantiers, parce que les chantiers, c'est pas que les stades, c'est les routes, c'est toute la construction, l'infrastructure qui a été faite. C'était gigantesque, un projet gigantesque au détriment des travailleurs. Jérôme Gessel. Alors justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est précisément parce qu'on a donné l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar qu'on peut avoir ce genre de reportage et voir vraiment les conditions, parce qu'il y a des journalistes qui s'y intéressent. Maintenant, vous savez... Oui, mais ils n'ont pas eu libre accès. Est-ce qu'on le découvre aujourd'hui? Écoutez, à Paris, dans 2 ans... Est-ce qu'il y a 12 ans, lorsque la FIFA, effectivement, a décidé... Le Qatar, personne ne connaissait, ne savait même pas le situer sur la carte. Maintenant, dans 2 ans, il y a des Jeux Olympiques à Paris. Je vous dis, moi, avec une caméra, je vais porte de la Chapelle, je fais les mêmes images apocalyptiques, et puis je dessine un dessin crépusculaire. Ah, donc ce serait des fake news, d'après vous? Ah, c'est pas des fake news, mais c'est pas des fake news qui se passent à la porte de la Chapelle non plus, à un jet de pierre du Stade de France, où aura lieu... Vous comparez les deux. C'est pas les ouvriers des stades, d'accord, il y a des problèmes à régler à Paris, il y a des problèmes à Paris. Je parle des conditions des droits humains, quels qu'ils soient, donc ça devrait vous intéresser. Il y a une délégation de la FIDH qui est d'ailleurs reçue par le président Macron maintenant, il y a effectivement une série de demandes qui sont adressées au président pour des violations de droits humains en France. Voilà, donc c'est bien aussi de s'occuper de ce qui se passe en France. On parle du Qatar et on peut parler des droits humains. Chloé, votre impression globalement après avoir justement fait cette enquête sur place? Moi, je pense que effectivement, le fait que la Coupe du Monde se tienne au Qatar, ça met un coup de projecteur sur ce pays, ça met la pression sur les autorités qatariennes qui ont fait des réformes, des importantes. Alors, c'est pas ce que dit évidemment le travailleur que vous avez filmé. Non, mais ces réformes, le travailleur, par ailleurs, il ne nie pas que les réformes existent. Le problème, c'est que ces réformes, elles existent sur le papier et elles sont encore peu mise en œuvre sur le terrain. C'est là qu'il y a un vrai problème. C'est la mise en application.
C'est le manque d'inspecteurs du travail aujourd'hui qui fait que l'effectivité dans la réalité des réformes adoptées en haut lieu ne sont pas encore largement mises en application. C'est un peu risible comme argument. C'est un manque de ressources humaines, c'est une culture de l'impunité aussi qui perdure dans ce pays-là. Mais comment on peut expliquer autant de morts sur les chantiers? Bon, alors c'est vrai que 50 morts pour l'OIT, bon, beaucoup plus, on parle des milliers de morts pour l'enquête du Guardian. Vous êtes intéressée à ça également, Chloé? C'est difficile vraiment de donner un chiffre réel. Alors moi j'ai pas fait mon enquête personnelle pour savoir vraiment combien de personnes sont mortes. Probablement que beaucoup sont mortes. C'est un sujet qui est assez compliqué. Alors, les conditions, une mort de trop, bien sûr, honnêtement. Et ce sont des milliers de morts. Je fais réagir parce que vous avez... Et c'est du jamais vu pour l'organisation d'une Coupe du Monde. C'est des milliers de morts. Alors, les raisons, c'est les conditions de travail, des horaires impossibles dans des conditions de travail extrêmement chaudes, parce qu'il n'y avait pas que 25 degrés en décembre. En été, c'est 50 degrés, on travaille, non, mais on n'est pas assez hydraté. Et pourquoi est-ce qu'ils ont climatisé leur stade si la température est idéale pour jouer au football? C'est vraiment mettre sa tête dans le sable, c'est nier l'évidence. Ils ont climatisé leur stade, ce qui est un non-sens écologique. Et les stades ont été construits en été compris avec des conditions de travail, mais inhumaines. Et les morts, c'est là. Jérôme Gessal, je repose ma question. C'était il y a 12 ans, vous dites on ne connaissait pas le Qatar à l'époque. Est-ce que la FIFA ferait la même chose aujourd'hui? Écoutez, bien évidemment, mais la FIFA ferait la même chose, sans doute pas, parce qu'avec toute la polémique, il n'y a jamais une Coupe du Monde qui n'a fait couler autant d'encre. Donc ça veut dire qu'elle pourrait changer sa façon elle changerait de désigner par opportunisme, en disant, ben non, l'opinion publique est contre nous, vous voyez, il y a une doxa dominante, tous contre le Qatar, etc. Mais si vous voulez, si les stades sont climatisés, c'est parce qu'on ne veut pas justement en faire des éléphants blancs et on veut que les stades puissent aussi être utiles pour les périodes d'été, etc. Enfin, c'est un non-sens, c'est quand même un non-sens environnemental. On peut pas le nier. Non, mais la climatisation ne va pas fonctionner uniquement pour la Coupe du Monde. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'encore une fois, toute mort dans les chantiers est une mort évidemment de trop. Maintenant, il faut faire attention à ceux qui vont utiliser et instrumentaliser le sort des ouvriers au Qatar, maltraités, pour pouvoir régler leurs différends géopolitiques avec ce pays. Il faut faire très attention à celles et ceux qui utilisent et qui instrumentalisent. Parce que, pour vous répondre un tout petit peu, moi j'aurais beaucoup de respect pour les joueurs australiens parce que c'est un peu des indignés du mois d'octobre, s'ils s'indignaient aujourd'hui de la Coupe du Monde en 2026 aux États-Unis pour deux raisons. Parce que le coût écologique sera beaucoup plus important pour cette Coupe du Monde 2026 qui va se jouer sur 3 pays, dont 2 continents, avec en plus 48 équipes, donc beaucoup plus de déplacements et de vols entre les capitales, en tout cas entre les villes hautes. Et puis en plus, ça veut bien dire que la leçon n'est pas... Non, la question des droits de l'homme, attendez, les États-Unis, c'est quand même la peine de mort. C'est quand même... Excusez-moi. C'est quand même... Comparer les États-Unis et le Qatar. Vous demandez à la population civile irakienne pour savoir si les États-Unis ne sont pas responsables de leur malheur. Ce sont des centaines de milliers de morts. Là, par contre, est-ce qu'on va voir des équipes s'indigner? Chloé Domat. Soit on est d'accord avec les droits de l'homme pour les défendre jusqu'au bout, soit on ne fait pas d'indignation sélective. Alors, Chloé Domat, vous allez revenir également sur... On va regarder un autre extrait de votre reportage, puisque effectivement, vous avez aussi suivi cette entrepreneuse indienne. Et pour elle, c'est l'Eldorado, le Qatar. Et c'est intéressant de le regarder pour voir justement son point de vue, voir en fait ce qu'elle a pu faire de ses conditions économiques et en même temps les limites, bien sûr, qui sont liées au système. On va regarder un extrait. Bonjour tout le monde, j'espère que le mois va bien se passer, dans la joie et la bonne humeur, et surtout qu'on fasse des affaires. Le mois dernier, vous avez bien travaillé, je suis contente, c'est très bien. Continuez comme ça. Farzana a commencé il y a 22 ans comme simple vendeuse. Aujourd'hui, elle dirige 14 personnes. Tous viennent du sous-continent indien et touchent environ 10 fois plus que dans leur pays. Mais ils ont intérêt à le mériter. Alors, Rajens, quel est ton objectif ce mois-ci? 15 000, ce n'est pas assez pour toi. Adnan non plus, 15 000, ce n'est pas assez. Asef, ok, tu viens de rentrer de vacances. Faizan, et toi? 20. Oui, 22-25. 22. Ok. J'adore ça. C'est mon gagne-pain. C'est tout pour moi. Ma maison, mon bureau, tout est à Doha. C'est pour ça que vous êtes venu au Qatar? Bien sûr. Et Dieu soit loué, le Qatar m'a tout donné.
Chaque mois, Farzana reçoit une dizaine de CV de nouveaux candidats à l'immigration. Pour ces Indiens, le Qatar représente une sorte d'Eldorado. Je suis venu car je pense que le Qatar est un endroit excitant, où il y a beaucoup d'opportunités. En Inde, il n'y a pas d'opportunité pour gagner de l'argent ou acquérir de l'expérience. C'est pour ça qu'on vient ici. Allez, vous pouvez retourner travailler. Merci beaucoup. Les gens à l'étranger meurent d'envie de venir ici. Ils ont l'impression que des lingots d'or poussent sur les arbres, qu'ils vont venir et que ça sera facile. Mais ce n'est pas si simple. La réussite, c'est de la sueur et des larmes. Réussir à Doha a un prix. La loi oblige Farzana à être parrainée par un Qatarien. Ce système, qui maintient les étrangers sous tutelle, s'appelle la kafala. Si vous n'êtes pas qatarien, comme moi qui viens d'Inde, et que vous voulez monter une entreprise, il faut avoir un associé local. Cet associé prend 51% des parts et c'est lui qui possède la société. Et il prend 51% du profit? Non. Alors, comment ça marche? Le sponsor prend quelque chose chaque mois, c'est-à-dire on fixe une somme de combien il touche chaque mois. On doit accepter ces conditions. Vous savez, il faut savoir faire des concessions et se plier en quatre pour avancer en affaires. Il faut se montrer flexible. Je ne peux pas être trop exigeante parce qu'en fin de compte, c'est leur pays. Autre point de vue, donc Chloé, assez intéressant, on voit ces contraintes. Alors on a parlé justement, elle parle de la kafala, c'était il y a 3 mois, est-ce que ça a changé un peu justement, on en parlait de... Dans son cas, ça n'a pas changé. Farzana, elle a toujours besoin d'avoir un sponsor qatarien qui détient 51% des parts de son entreprise. Et en même temps, on voit une sorte d'Eldorado, l'argent qui pousse aux arbres. Eldorado pour certains, au détriment d'autres qui sont exploités dans des conditions absolument indignes. Oui, mais je pense que c'est important de souligner que c'est un pays où 90% de la population est composée de travailleurs étrangers et ils ne vivent pas tous dans des conditions proches de l'esclavage moderne. Il y a des gens pour qui le Qatar offre des opportunités. Il y a des gens qui viennent chercher une vie meilleure au Qatar et qui trouvent une vie meilleure au Qatar et qui sont heureux d'y vivre et d'y travailler. Ce qui se passe dans d'autres pays du Golfe. Ça existe. Ce qui se passe aussi dans d'autres pays du Golfe. Dubaï, etc. Alors, pour terminer, puisqu'il nous reste un peu plus de 5 minutes, est-ce que le monde du sport devrait être plus soucieux des droits humains dans l'attribution d'un tournoi? Oui, je pense. Et je pense aussi que c'est par respect pour finalement ceux qui font vivre, celles et ceux qui font vivre le sport, c'est ceux qui le regardent. Parce qu'on est tous mal à l'aise par rapport à ça. Et donc, on devrait... le sport et la devise olympique, c'est vraiment pour... rassembler les peuples autour de cette passion commune du sport et donc par respect pour tous ces gens-là, abandonner le seul critère d'argent et en profiter pour dire, ben voilà, on veut améliorer, rendre ce monde plus juste et peut-être que par le biais du sport et qu'il y a une responsabilité partagée des États tiers, des chefs d'État, des responsables politiques, mais aussi des joueurs ou des sportifs qui peuvent dire « mais moi je n'ai pas envie de, par exemple, voyager en jet privé pour aller faire un déplacement de 200 km, j'ai plutôt envie de prendre le train ». Ils font partie de cette société, ils en vivent bien et très bien, ils ont une responsabilité accrue. Alors là, vous parlez de responsabilité. Allez-y, Nabil Nasri. Alors est-ce que c'est à chacun de choisir ou est-ce qu'effectivement il faudrait qu'il y ait des critères au sein donc, de la FIFA qui disent voilà, il y a certains seuils en droit humain, certains seuils sur l'environnement? Il faut se l'appliquer, mais c'est l'appliquer, je suis désolé, se les appliquer de manière générale et uniforme. Paris JO 2024, excusez-moi, le monde arabe ou même une grande partie de ceux qui sont à l'extérieur des salons parisiens vont vous dire mais à qui la France vend des armes? Vous donnez des leçons de morale à un certain nombre de pays. On a quand même le droit de parler dans ce pays, on a le droit de montrer une affiche. C'est très bien, mais en matière de respect des droits humains, je peux vous dire, demander à la population civile d'un certain nombre de pays ou en Égypte et ailleurs, pour voir quelle est l'effectivité. Vous dites on fait rien. Pas du tout. Non, c'est pas ce que je dis. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut faire comme Amnesty International, c'est-à-dire faire pression sur ce genre de pays pour pouvoir arracher un certain nombre davantage de réformes. Et c'est exactement cette posture qui est la plus intelligente et la plus responsable. Mais on est bien seul à la FIDH, à Amnesty pour faire ça. On est bien seul. Qui permet d'avancer, qui est la seule en mesure d'être en faveur. Mais en ce qui concerne la FIFA ne vient pas alors aussi avec nous faire pression? Pourquoi est-ce que c'est Amnesty, la FIDH, les Human Rights Watch, les organisations de défense des droits humains
dans ce cas-là, évidemment, il faut que la FIFA fasse un vote. De la même manière que j'ajouterai un deuxième critère, la question de la sobriété énergétique. Là aussi, c'est un non-sens. La Coupe du Monde 2026, on ne peut pas continuer avec des organisations comme ça où ce sont des centaines de vols et des milliers de personnes, des centaines de milliers qu'on va déplacer, alors que, comme vous l'avez montré juste avant, on est au bord du précipice. Donc la FIFA doit se réformer. Mais bien sûr, et puis c'est pas Infantino qui est quand même connu pour son manque de courage qui va pas changer le cours des choses. Maintenant, moi ce que je vous dis, et là-dessus je le rejoindrai un petit peu, c'est que la Coupe du Monde au Qatar, c'est vrai qu'on en a dit pique pendre, mais vous allez voir qu'au niveau football est faite, parce que vous posiez cette question, est-ce que ça va être une fête? Moi, je pense que oui, parce que ça arrive en plein milieu de la saison, les joueurs vont être en forme, les conditions climatiques vont être bonnes, et vous allez voir un beau spectacle, et les gens vont regarder la Coupe du Monde, et vous verrez, il y aura des records d'audience. Est-ce qu'il faudra que, justement, au niveau diplomatique, ça soit plus limité, pas de représentation? Là, effectivement, il y a une pétition qui demande à Emmanuel Macron de ne pas s'y rendre, que les ministres n'y se rendent pas. Est-ce qu'il y aurait cette possibilité, par exemple, pour manifester Il faut boycotter la fête en disant on n'envoie pas les chefs d'État de haut niveau, on envoie éventuellement une délégation de second couteau parce qu'on ne va pas leur faire ce plaisir-là en plus. Et quand Macron sautait au stade en Russie à Moscou, personne n'a rien dit. Mais si, on l'a dénoncé. On l'a dénoncé. Mais vous avez l'air de dire que là, il se passe quelque chose. Il ne va pas faire la même chose au Qatar. Justement, il ne va pas faire la même chose au Qatar. Et la fête ne va pas être totale. Le nombre de communes, de villes et de villages qui ont décidé de ne pas mettre de grand écran. Donc la fête, elle est déjà un peu gâchée. Elle est déjà un peu gâchée. Et en fait, ça va être la Coupe du Monde de la honte. Et les pays qui vont la gagner, ou le pays qui va la gagner, elle aura gagné la Coupe du Monde de la honte. C'est une posture franchement démagogique. Macron va se rendre juste après pour pouvoir courtiser le Qatar, pour pouvoir avoir davantage de gaz et davantage d'armes. Mais qu'est-ce que c'est que cette politique qui consiste à mettre entre parenthèses un pays et le courtiser avant et lui faire la courte échelle après? Soit on est cohérent et on le boycotte sur les armes et sur la question du gaz. Mais nous lui demandons d'être cohérent. Finalement, on va et on participe. Et comme Amnesty le demande, on fait pression et on utilise. Alors justement, Amnesty propose de créer un fonds justement d'indemnisation des familles des ouvriers. Peut-être vous pouvez en dire un mot, Chloé. C'est une bonne idée. Oui, Amnesty demande depuis un certain temps maintenant qu'un fonds soit créé par la FIFA afin d'indemniser les ouvriers qui ont été blessés et leurs familles dans les cas où il y a eu des... Et qu'en dit la FIFA? Et pourquoi la FIFA ne répond pas favorablement à ce genre de demande? Pourquoi elle a commencé à dire, elle a commencé à exprimer, il y a un responsable qui a commencé à effectivement dire que c'est une idée qu'il fallait effectivement à laquelle on est en train de réfléchir. Donc il faut continuer évidemment cette pression populaire, médiatique, citoyenne pour forcer la FIFA à mettre en place effectivement ce fonds de compensation et qu'on puisse interpeller encore une fois ces grandes organisations pour qu'elles se renouvellent à la fois pour une application et pour ce critère des droits humains qui soit transversal et uniforme, mais également, encore une fois, j'y insiste, pour avoir davantage de sobriété énergétique. La Coupe du Monde 2026, c'est vraiment la folie en termes climatiques. Oui, Jérôme Jessel, pourquoi est-ce que la FIFA ne fait pas plus en sens sur la sobriété pour son image? Oui, mais pour son... Il y a l'argent, mais pour son image. C'est le foot business, c'est-à-dire la FIFA organise la Coupe du Monde, donc évidemment... Foot business, c'est le titre de votre livre. Voilà, le foot business, évidemment, et ça, moi, je le condamne également. Mais maintenant, Infantino, entre guillemets, bon, c'est vrai qu'il est transparent et c'est pas lui qui va changer le cours de l'histoire, comme je l'ai dit, malheureusement. Et c'est vrai qu'il faudrait une voix, peut-être un personnage plus charismatique, une voix qui porte davantage qu'Infantino, pour qu'il y ait au moins de l'écho. Maintenant. Oui, mais après, il aura l'opposition peut-être de pays qui vont dire. Maintenant, pour en revenir au CO2, à la taxe carbone, etc. La Coupe du Monde au Qatar, vous pourrez voir dans le même lieu, quasiment 3 matchs. Oui, c'est la plus compacte de l'histoire. La plus compacte au niveau géographique. Le moins en 2026, il y aura 3 pays. Il faudra faire 4000 km pour voir plusieurs matchs en avion, je parle. Donc, il faut comparer aussi les choses. Il faut être juste et équanime. Parce qu'autrement, c'est vrai, on peut s'en prendre au Qatar parce que c'est un petit pays. Et puis, on ne va pas toucher aux États-Unis ni à la Russie parce qu'attention, ils peuvent vous montrer plus de muscles. 1,2 à 1,4 million de personnes qui vont aller au Qatar. Ils sont prêts, franchement. Oui, toutes les enfin, il y a un certain nombre d'infrastructures qui ne le sont pas encore, mais c'est vrai que c'est colossal pour un petit pays à peine plus grand que la Corse et qui a 3 millions d'habitants. C'est comme si en France, en l'espace d'un mois, vous avez 35 millions de touristes qui débarquaient en l'espace de quelques semaines. Donc ça aussi, c'est un peu une aberration, non ? Un vrai défi logistique. Mais le problème, c'est qu'en 2010, c'était autour de l'Asie. Et l'Asie avait non seulement pas beaucoup de prétendants, et qu'en même temps, il était destiné, dans le sens de l'histoire, de donner au monde arabe cette Coupe du Monde. Le pays qui l'avait demandé précédemment, mais qui n'était pas candidat en 2010, c'était le
Maroc. Exactement. Et donc, il restait le Qatar. Et donc, à un moment donné, il fallait évidemment permettre à cette ère civilisationnelle d'accueillir un événement planétaire. Chloé, vous avez 30 secondes pour conclure. Oui, non, moi, c'était sur la question du boycott. Je pense qu'effectivement, les aspects climatiques, la question des droits de l'homme, c'est des choses qui sont fondamentales. Mais c'est un peu tard, en fait. Je pense que c'est des questions qu'il fallait se poser il y a 10 ans, quand on a décidé d'organiser la Coupe du Monde au Qatar. Et dans ce sens-là, on peut reprocher beaucoup de choses au Qatar, mais il y a une responsabilité collective qu'on peut pas ignorer. Et c'est un peu tard pour se poser ces questions. Merci Chloé Domat. Donc votre documentaire Reporter qui va donc être diffusé ce week-end à partir de samedi sur France 24 et dont le titre est Les travailleurs de l'ombre. Voilà, les travailleurs de l'ombre. Et vous l'avez réalisé avec Ram Pateria. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Merci Alexis De Soif. Merci Nabil et Nasri. Merci à vous Jérôme Gessel. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.